On passe maintenant au troisième dossier. Alors, le troisième dossier, il s'agit d'un patient de 52 ans qui consulte pour une patiente qui consulte pour des douleurs abdominales apparues brutalement depuis 6 heures. C'est une douleur épigastrique qui irradie vers le dos. Ça vous dit quelque chose, on a déjà parlé de cette douleur, qui est calmée légèrement par la position en chien de fusil, accompagnée de nausées et de vomissements. Elle n'a pas d'antécédents particuliers et elle consomme de l'alcool de manière festive lors des fêtes et toujours de manière très raisonnable. Quel diagnostic tu suspectes ? Je suspecte une pancréatite aiguë d'origine lithiasique biliaire probable devant le terrain. C'est une femme qui a plus de 50 ans. Oui. Et devant le fait que la deuxième étiologie principale, c'est l'alcool, et visiblement, elle en consomme rarement. Voilà. Donc ici, on l'a effectivement relativement bien interrogé et sa consommation est raisonnable. Donc c'est quand même relativement rare, les pancréatites chroniques, quand on consomme de l'alcool de manière raisonnable. Donc on doit suspecter une pancréatite aiguë, plutôt d'origine biliaire chez cette patiente, parce que c'est un terrain à risque, la femme de plus de 50 ans, et que l'autre étiologie principale n'a pas l'air d'être mise en cause ici, l'alcool. Alors il ne faut pas oublier, bien sûr, chez une femme de plus de 50 ans, d'évoquer une autre cause, tumorale notamment. Les examens biologiques à demander, quels sont-ils ? Donc, à but diagnostic, on va demander une hypasémie qui doit être supérieure à 3 fois la normale. Et donc, après, à but pronostic, on veut remplir le score de Ronson qu'on avait déjà vu. Donc, on va demander une glycémie, une NUM, des transaminases, des LDH, l'urée, la calcémie et les bicards. Ok. Et on a la CRP aussi qui est un bon informateur. Est-ce que tu demandes des examens à but étiologique ? Oui, donc on va demander un bilan hépatique complet pour voir s'il n'y a pas une cholestase ictérique ou anictérique qui est en faveur d'une origine biliaire, et le bilan hépatique en lui-même avec les transaminases pour voir si ce n'est pas plutôt une origine hépatique. Alors, donc à but diagnostic, c'est effectivement la lipasémie. On y revient un peu à la pancréatite aiguë, parce que c'est un dossier classique d'internat, donc c'est pour cela que j'y reviens dans ce dossier. L'hypasémie supérieure à 3 fois la normale avec les douleurs abdominales, ça affirme le diagnostic de pancréatite aiguë. À but pronostic, c'est les éléments du score de Ronson, donc la glycémie, la numération, les transaminases, les LDH, l'urée, calcémie, bicarbonate. Je crois que j'en oublie pas pour le score de Ronson, on aura tout. On rajoute de toute façon un bilan de réa, ionosang, etc. Et à but étiologique, alors on peut rechercher les stigmates d'alcoolisation, mais qui n'ont aucune spécificité, surtout dans un caractère aigu. L'anémie macrocytaire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Les gamma-GT non plus dans un caractère aigu. Par contre, en faveur de l'origine biliaire, il y a un examen biologique qui est assez informatif, c'est la cytolyse. Des alates notamment, puisque les alates sont plus spécifiques que les azates des lithiases. Les alates supérieures à 3N, ça a une très très bonne valeur prédictive positive pour l'origine lithiasique. Et la bilirubine, une augmentation de la bilirubine est plutôt en faveur d'un obstacle cholédossien qu'une pancréatite chronique. On récupère le résultat suivant, lipase égale 250 unités. Donc on va dire que c'est supérieur à 3 fois la normale, je ne vous avais pas donné la norme, mais c'est supérieur. Quels autres examens on demande pour confirmer le diagnostic ? Donc ça, on l'a déjà dit, aucun autre examen pour confirmer le diagnostic de pancréatite aiguë, car le diagnostic est clinico-biologique associant douleur évocatrice plus lipase supérieure à 3 fois la normale. Ensuite, Madame P est aux urgences, en attente des résultats de prise de sang, continue à souffrir de douleurs insupportables. Vous lui aviez pourtant prescrit une ampoule de Topagic, donc palier 2 à 50 mg. Donc, quelles sont vos prescriptions ? Il faut passer à la morphine, on en avait parlé l'autre jour. Je vais t'interroger pour voir si tu as retenu cette titration morphinique. Donc d'abord, on fait la titration en IV. Donc on va commencer par, on peut mettre 3 mg, on fait une EVA. Si le VA est encore supérieur à 3 et qu'il n'y a pas de signe de mauvaise tolérance, type diminution de la fréquence respiratoire, on redonne de la morphine au bout de 5 minutes et on répète ça jusqu'à ce qu'elle soit soulagée. Très bien. Et donc après, on aura cette dose-là, on pourra la donner en sous-cutané toutes les 4 à 6 heures. Très bien. Donc j'accepte ton schéma qui me va très bien.
Donc effectivement, la titration initiale se fait avec des petits bolus entre 1 à 5 mg pour le premier bolus et ensuite aux alentours de 2-3 mg toutes les 5 minutes. Et une fois qu'on aura titré, qu'on aura trouvé la bonne dose, on prendra cette dose totale qu'on mettra toutes les 4 à 6 heures, toutes les 4 heures d'ailleurs si besoin. Sachant que maintenant, on a même le droit de le mettre plus fréquemment jusqu'à toutes les heures, mais maximum 6 fois par jour. Donc c'est un très bon schéma que tu m'as donné. Ça peut varier un peu. Alors, ce qu'il faut rajouter, c'est les co-antalgiques, le Spasfon dans les douleurs abdominales et le paracétamol qui permet d'épargner un petit peu de morphine. Il faut donner du Primpéran parce que la patiente est nauséeuse. Et si jamais il y a des vomissements importants, la sonde nasogastrique en aspiration. Pourquoi? Pour protéger les VADS et éviter la pneumopathie d'inhalation. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas dit dans ma correction? Donc l'hospitalisation, bien sûr, ça on ne l'avait pas dit, l'hospitalisation en urgence. À proximité d'une réa, pour une pancréatite, c'est pas mal de prévenir quand même, surtout si on a des signes de gravité clinique. Voie veineuse périphérique et réhydratation, ça c'est classique. La surveillance, c'est surtout la surveillance de la douleur et de l'hémodynamique pour la clinique, de la glycémie capillaire, et voilà. Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas proposer? C'est les anti-inflammatoires et l'aspirine qui vont faire flamber la pancréatite et avec tous les risques qu'on connaît pour ces médicaments-là. Alors, à 48 heures de l'hospitalisation, on lui fait une imagerie. On l'avait vu l'autre fois, le score de Balthazar est évalué à 48 heures. On obtient cette image. Comment est-ce que tu peux me l'interpréter? Alors, c'est un scanner abdominal en coupe axiale avec injection de produits de contraste et qui est centré sur le pancréas. Donc on voit que le pancréas est complètement hypertrophié et il y a une infiltration de la graisse péripancréatique. Très bien. Et au niveau des étoiles, c'est des coulées de nécrose. Donc il y en a une qui est rétro-pancréatique et voilà. D'accord. Et il n'y a pas de bulle, mais comme il y a 2 coulées de nécrose, c'est quand même du Balthazar E. Voilà, j'attendais ta conclusion. Donc Balthazar E, c'est très, très important. Donc il s'agit d'un scanner abdominal avec injection de produit de contraste, tu l'as dit. On a une hypertrophie hétérogène du pancréas. Donc pour l'instant, c'est un Balthazar B. Infiltration de la graisse pancréatique, péripancréatique, on passe au stade C. La flèche désigne le pancréas rehaussé normalement avec pas de nécrose à l'intérieur du pancréas. Ça survient en général plus tardivement. Par contre, on a des coulées de nécrose rétropancréatiques sur les astérisques, sans bulle visible. Donc si on n'avait qu'une coulée sans bulle, ça serait du Balthazar D. Là, on a 2 coulées. Même s'il n'y a pas de bulle, c'est du Balthazar E. On peut préciser aussi qu'il n'y avait pas de calcul visible sur cette coupe de scanner, mais bon, voilà, une coupe ne permet pas de juger. La conclusion, c'est un scanner qui est compatible donc avec une pancréatite de stade Balthazar E. La question suivante, donc la patiente est hospitalisée et à J5 du début des douleurs, elle présente de la fièvre élevée à plus de 39 et des douleurs abdominales majorées, alors qu'elle est sous traitement. À l'examen clinique, l'abdomen est souple, mais sensible dans l'hypocondre droit et dans l'épigastre. Qu'est-ce qu'il faut absolument suspecter comme diagnostic dans ce cadre-là? Comme on est à plusieurs jours du début des douleurs, on peut penser que c'est une infection des coulées de nécrose. Tout à fait. Pour le documenter, il nous faut déjà on va faire un scanner pour voir si on a des signes d'appel avec la nécrose qui s'est étendue ou un abcès ou des bulles, ou une péritonite. Et pour le diagnostic de certitude, on fait une ponction de la coulée de nécrose. Donc on biopsie toutes les coulées de nécrose sous contrôle scanographique. Et donc on envoie en microbio et c'est surtout pour avoir l'antibiogramme. Tout à fait. Donc on suspecte effectivement une infection de coulée de nécrose pancréatique. C'est une complication vraiment redoutée, c'est une complication grave de la pancréatite. Donc il faut absolument la suspecter dès qu'il y a un regain des symptômes, même s'il n'y a pas de fièvre, il faut savoir la rechercher. Mais bon, en général, il y a un tableau septique franc, voilà. Donc ça peut sinon être un abcès, mais c'est un peu la même chose puisque c'est une coulée de nécrose organisée. Donc il faut faire un scanner abdominal sans et avec injection de produits de contraste, qui recherchera surtout des bulles d'air qui sont un facteur de mauvais pronostic puisque ça indique une infection par anaérobie qui est plus grave.
On cherche aussi un aspect de péritonite sur le scanner, on peut l'avoir. Et il faudra faire une ponction de la coulée de nécrose. Alors j'ai mis quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, là j'ai mis en cas de doute avec un aspect non typique. De toute façon, effectivement à but de diagnostic, ce n'est pas obligatoire, mais de toute façon, il faudra la faire de manière systématique. C'est obligatoire. Pourquoi c'est obligatoire? Parce que vous n'avez pas le droit de traiter une infection de coulée de nécrose sans preuve bactériaux, en tout cas avant d'avoir fait les prélèvements. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous aurez démarré les antibiotiques, eh ben vous aurez des prélèvements négatifs. Et vu que c'est une infection très grave, il faut des prélèvements positifs pour pouvoir adapter le traitement. Donc, dans la conférence de consensus, c'est bien marqué que la ponction de cette coulée de nécrose doit être systématique avant toute instauration de traitement. Vous devez la faire en urgence avant toute instauration de traitement. On fera donc des examens microbiologiques sur cette ponction et on fera aussi également, il y a de la fièvre, donc on fait des hémocultures. On peut retrouver les germes aussi dans le sang, hémoculture aérobie et anaérobie avant et puis juste après la ponction aussi on peut avoir une petite décharge, donc c'est pas mal de faire juste après la ponction une paire d'hémocultures. Et puis on recherche un diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu'on fait un bilan infectieux complet, radio de thorax, CBU au minimum et les hémocultures. L'hypothèse diagnostique est confirmée. Quel traitement on propose? Alors, quel est le traitement de l'infection de coulée de nécrose? Donc on va déjà faire un traitement symptomatique avec des antalgiques, si possible non antipyrétiques, sauf qu'on ne peut pas mettre d'AINS, ou donc des antalgiques, et une hydratation abondante pour le moment où elle va passer en choc. Et donc comme traitement étiologique, on va débuter avant les résultats de l'antibiogramme, une antibiothérapie à large spectre, donc probabiliste, active sur les germes digestifs, anaérobies et les bacilles gram négatifs. Très bien. Donc pour les entérobactéries, on peut mettre une C3G, de la rocéfine, et pour les anaérobies, on va mettre du flagile. Et donc localement, on va appeler le chirurgien pour faire une évacuation de la coulée de nécrose avec un drainage percutané. Voilà. Et on va surveiller l'efficacité et la tolérance du traitement. D'accord, donc c'est très bien, sauf que tu m'as mélangé juste un petit truc à la fin, bon, c'est un petit détail. Tu m'as dit on appelle le chirurgien pour faire l'évacuation percutanée. Donc c'est le radiologue qui va faire l'évacuation percutanée. Bon, on y revient. Donc le traitement symptomatique, ça tu m'as dit, les antalgiques adaptés, l'hydratation et voir le remplissage, puisque ces patients avec des infections de coulée de nécrose sont souvent en réanimation, c'est des stades avancés, des stades graves de pancréatite. Le traitement étiologique, c'est l'antibiothérapie à large spectre initialement, et puis ensuite on l'adaptera au prélèvement, d'où la nécessité de faire ces prélèvements. Donc l'antibiothérapie probabiliste qu'on fera initialement, il faut que ça soit actif sur les germes digestifs, les anaérobies, les entérobactéries. Je vous propose par exemple bêta-lactamine plus métronidazole, le flagile, donc schéma classique, rocéfine flagile ou augmentin flagile de ce type-là. Le traitement local, il est indispensable. Vous n'avez pas le droit de l'oublier. Donc, une infection de coulée de nécrose, c'est un foyer profond, c'est un peu comme un abcès. Si on ne va pas drainer ça, le patient ne va pas guérir. Donc, comme c'est une très grosse mortalité, il faut absolument aller drainer cette infection de coulée de nécrose. Donc il y a deux moyens de le drainer, c'est là où tu es un peu mélangé. C'est percutané, c'est le radiologue qui le fait, qui va drainer cette coulée de nécrose, voire chirurgical si l'accès est trop difficile pour le radiologue. Ensuite, surveillance de la tolérance et de l'efficacité du traitement. La question numéro 8, l'évolution est favorable. On parvient à traiter l'épisode aigu. Mais on n'a toujours pas posé de diagnostic étiologique. On a suspecté une pancréatite d'origine lithiasique initialement, mais on ne l'a toujours pas. Quelles étiologies on recherche principalement chez cette patiente et par quels examens? Par argument de fréquence, on recherche une pancréatite aiguë biliaire, parce que c'était une femme de plus de 50 ans. Donc pour ça, on fait une écho hépato-biliaire. Donc on recherche une dilatation des voies biliaires, éventuellement la présence de sludge ou de lithiase. Ça peut aussi être une pancréatite aiguë alcoolique. Donc pour ça, c'est surtout en fonction de l'interrogatoire, parce que les signes d'alcoolisme chronique ne sont pas probants en épisode aigu. On peut penser à une origine tumorale, donc qui viendrait plutôt du pancréas. Donc pour ça, on fait le scanner abdo. Donc on cherche une anomalie dans le pancréas, une tumeur ou des calcifications. Et après, on a des causes beaucoup plus rares. Voilà, bon là, c'est surtout ça auquel il fallait penser, c'est-à-dire la pancréatite aiguë biliaire.
Donc la pancréatite aiguë biliaire, le premier examen, c'est une échographie pour rechercher des calculs dans la vésicule, voire dans les voies biliaires. Mais bon, il faut savoir que cette échographie, en phase de pancréatite, souvent, elle est peu contributive. Parce que même si on retrouve des lithiases dans la vésicule, l'imputabilité n'est pas de 100%. Et puis souvent, c'est très inflammatoire. Donc on ne voit pas de lithiase, que ce soit dans les voies biliaires ou dans la vésicule. Il arrive qu'on n'en voit pas. Donc si ce n'est pas suffisant, on fera en deuxième intention une échoendoscopie qui peut rechercher des calculs enclavés dans les voies biliaires. Ensuite, deuxième éthologie à rechercher, c'est la pancréatite aiguë alcoolique, par argument de fréquence. Elle nous dit qu'elle buvait un peu de manière raisonnable. Bon, il faut un peu plus l'interroger là-dessus pour voir si c'est éventuellement compatible. Donc c'est l'interrogatoire. L'origine tumorale, une femme de un peu plus de 50 ans qui vient avec une pancréatite, il faut y penser. Le scanner est systématique à la recherche de cette origine tumorale. Et si on a un doute, il faut aller à l'échoendoscopie également dans ce cas présent, puisqu'on voit parfois il y a une petite tumeur qu'on ne voit pas bien au scanner, des petites tumeurs débutantes, et on a vu que le cancer du pancréas est très mauvais pronostic. C'est un bon moyen, l'échoendoscopie, de les détecter à des stades opérables. Après, il y a les autres causes, comme tu m'as dit, beaucoup plus rares, les pancréatites médicamenteuses. On a parlé l'autre jour de l'hypertriglycéridémie, etc., etc. Donc, je reviens un peu sur l'échoendoscopie. Donc, elle a deux intérêts. Si l'échographie n'est pas contributive, c'est de rechercher une pancréatite lithiasique, de rechercher des calculs résiduels dans les voies biliaires et de poser l'indication d'une sphinctérotomie endoscopique par CPRE. Et donc, en général, on programmera les deux dans la foulée avec une échoendoscopie, plus ou moins une sphinctérotomie si besoin. On arrive au traitement étiologique de cette pancréatite qu'on juge d'origine biliaire, d'origine lithiasique, au cours de l'échoendoscopie. Donc, quel traitement on propose comme traitement étiologique spécifique? Donc on va faire un traitement en 2 temps. On va d'abord faire au cours de l'échoendoscopie une sphinctérotomie endoscopique pour que le calcul s'évacue. Et puis à distance, pour prévenir la récidive, on fera une cholécystectomie. Tout à fait, d'où l'intérêt de programmer une CPRE après l'échoendoscopie dans le même temps d'anesthésie générale. C'est que ça, c'est un traitement qui peut être fait à chaud. C'est la sphinctérotomie endoscopique pour l'évacuation des calculs, ce qui va permettre de décomprimer un peu tout ça, de diminuer l'inflammation pancréatique. Une fois l'épisode refroidi, ça vous avez dû voir dans toutes les pathologies biliaires, dans toutes les pathologies lithiasiques biliaires, il faut enlever la vésicule. C'est une opération qui est simple et qui évite ce genre de complications. Donc on fera à froid, quelques semaines à quelques mois plus tard, on fera une cholécystectomie qui peut être réalisée par célioscopie. Voilà, j'ai terminé pour ce dossier.